Quels sont les avantages d'un bâtiment dit flexible ? La réponse dans Bâtiment du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transition énergétique. Cette semaine, Olivier Solès, directeur de l'innovation chez BNP Paribas Real Estate, nous partage sa vision d'un secteur de l'immobilier plus durable. Comment gérer la durabilité d'un bâtiment sur le court et le long terme ? Comment adapter un bâtiment aux usages de ses occupants ? Ou encore comment assurer la sécurité de structures toujours plus numériques ? Olivier nous explique comment les structures du bureau s'adaptent aux nouveaux usages. Bâtiment du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Alors Olivier, je suis ravi de t'accueillir à distance pour ce nouvel épisode de Bâtiment du futur. Tu es directeur de l'innovation chez BNP Paribas Real Estate. Alors dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le cœur de l'activité de BNP Paribas Real Estate et puis en quoi consiste ta mission de directeur d'innovation ? On connaît tous BNP Paribas, grand groupe bancaire mondial. Ouais. BNP Paribas Real Estate, en fait, c'est la filiale des services immobiliers. Services immobiliers pour les clients. On compte dedans la promotion immobilière, la gestion locative de bureaux, qu'on appelle aussi property management, le conseil, transaction. C'est tous les panneaux que vous avez dans la rue où il y a écrit bureau à louer, appelez-nous au 07, etc. C'est aussi l'investissement pour compte de tiers. Et derrière, c'est l'ensemble des conseils qu'on peut donner à nos clients qui ont une stratégie immobilière. Et mon rôle là-dedans, en directeur d'innovation, c'est d'accompagner nos métiers, nos lignes de métiers, pour développer les produits et solutions de demain pour nos clients. Ça tombe bien parce que le secteur du bâtiment dans son ensemble connaît une période de transition pour aller vers des modes de fonctionnement dits plus durables. On entend de plus en plus parler du bâtiment flexible. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas des immeubles de bureaux, ce bâtiment flexible ? L'enjeu du bâtiment flexible, en fin de compte, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un enjeu RSE. C'est un enjeu de durabilité environnementale. Les meilleurs bâtiments, les plus beaux, les plus connus à Paris, ce sont les bâtiments haussmanniens, Ouais, que tout le monde adore. c'est magnifique. Ils ont été faits il y a plus d'un siècle. C'est du bâtiment durable. Fait il y a plus d'un siècle et leur usage a constamment évolué. Et quand le baron Haussmann a imaginé ces bâtiments, il n'a certainement pas pensé à l'usage qui en serait fait dans un siècle. Le bâtiment flexible, c'est ça. C'est le bâtiment pour lequel on n'anticipe pas ce qui sera précisément fait dans un siècle. On se dit juste, dans un siècle, quoi qu'il soit, il faut qu'il soit utile et utilisé. Olivier, le secteur du bâtiment dans son ensemble connaît une période de transition assez importante pour aller vers des modes de fonctionnement plus durables. Quels sont ces principaux challenges à ces modes de fonctionnement plus durables ? Ce qui est intéressant dans les transitions qu'on observe, c'est qu'elles sont passées à travers le prisme de la crise Covid, qui n'a pas modifié les transitions, qui les a brutalement accélérées. Et ça a révélé justement ces trois challenges qui pour nous sont clés depuis 2020, qui est le challenge de réenchanter les bureaux pour donner envie aux collaborateurs d'aller au travail. De revenir au travail. C'est aussi la crise Covid, de façon très surprenante, pour la plupart des gens, le lien avec la crise environnementale était clair. Pourtant, ce n'était pas évident. Il est réel, mais il n'était pas évident à comprendre. Il a été compris. Donc, c'est l'enjeu climatique, l'enjeu environnemental. Donc, faire des bâtiments des lieux d'exemplarité par rapport à la crise climatique. Et le troisième enjeu, c'est l'enjeu de flexibilité, d'usage mixte, qu'on appelle aussi intensité d'usage ou économie de la fonctionnalité, qui est de se dire, un bâtiment, il ne peut plus être mono-usage, n'être utilisé que 8 heures par jour et être vide le reste du temps. Il faut que les bâtiments deviennent multi-usages. Ce que j'entends, c'est que ce sont les usages qui régissent en fait la construction et la flexibilité des structures. Comment on connaît les usages de ces clients, justement ? Ce sont quoi ? Des observations, des études de marché, des échanges avec les parties prenantes ? Est-ce que finalement les projets sont sur mesure du coup ? Oui et non, c'est beaucoup d'observations. Regardez, les gens ne se rendent pas forcément compte de leurs usages, ils font des usages de façon très instinctive, très naturelle. Un des usages mixtes qui m'a fasciné en premier, c'est une chaîne de café américaine très connue, dans lequel les personnes naturellement achètent, donc là c'est un usage de commerce, s'installent, allument leur ordi et travaillent. Et là c'est un usage de bureau, dans un même lieu. Ça a été fait de façon très naturelle, ça n'a pas été prévu par le législateur, ça n'a pas été prévu par le propriétaire de l'immeuble dans lequel le café est situé. Ça s'est fait instinctivement. Et c'est ça qui est intéressant à observer. Ces nouveaux modes de travail, finalement, quoi. Tout à fait. Qui ne se verbalisent pas par des cas d'usage prévus en amont,
qui se regardent, qui se constatent sur le terrain. Il y a une vraie étude ethnologique à faire quand on regarde les usages des bureaux. C'est en ça où finalement c'est intéressant pour une entreprise comme BNP Paribas Real Estate, c'est d'adapter finalement le mode de travail à des modes de consommation, justement de ce travail, quoi. Voilà, c'est de voir l'usage d'un immeuble de façon continue à travers le rythme de la journée, des moments de nature plus résidentielle, des moments de nature plus bureau, plus loisirs, plus détente, et d'offrir l'expérience continue au fil de la journée et imaginer derrière la solution immobilière qui y répond. Alors concrètement, quand on s'assure de l'efficacité d'un bâtiment, quelle solution tu mets en place chez BNP Paribas Real Estate pour faire des bureaux, des espaces flexibles et confortables? Quels sont les enjeux du bâtiment flexible en fait? Le principal enjeu du bâtiment flexible, c'est qu'il réponde aux besoins du moment, de l'instant. Ouais. Et le moment de l'instant qui est nécessaire, il peut être de différentes natures. Ça peut être un moment de productivité. Je veux mener une réunion efficace en 45 minutes. Je veux lire un contrat de 75 pages. Ça peut être un moment aussi où on souffle, on fait une coupure. Et il faut que ça soit efficace. Et également un moment de créativité. Ça, pour nous, c'est un sujet clair. Le premier confinement a révélé chez beaucoup de personnes qui avaient une situation familiale plus facile à gérer le fait qu'on pouvait être très productif chez soi, mais pas très créatif. Ouais. La créativité professionnelle, elle se fait par l'échange, le hasard, la rencontre fortuite, l'idée qui surgit à la machine à café entre deux personnes de deux services différents, et il faut que l'immeuble propose ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises ont un enjeu de ramener les collaborateurs au travail. C'est que les entreprises ont besoin de développer leur activité future, et ça passe par la rencontre entre les collaborateurs, Eh oui, par l'échange. par l'échange. C'est fondamental. Donc, on imagine des espaces évolutifs qui permettent ces trois phases, la phase productive, la phase détente et la phase créative. Olivier, merci pour ces précisions. Dans ces éléments-là, on parle souvent aussi de sécurité et plus largement de cybersécurité. Ça prend de plus en plus de place dans le digital, dans l'innovation numérique, dans le bâtiment de demain. Comment ça se passe de ce côté-là et comment on assure la sécurité des bâtiments? Déjà, ce qu'on peut rappeler, c'est que la cybersécurité des bâtiments n'est plus un sujet du bâtiment de demain, c'est un sujet du bâtiment d'aujourd'hui. Eh oui. Regardons l'actualité, ce qui se passe en Europe de l'Est. On sait très bien qu'il peut y avoir des incidences très fortes sur les immeubles. Donc la sécurité numérique, c'était peut-être moins urgent il y a quelques temps. Maintenant, c'est devenu un vrai sujet, un sujet essentiel, et nos clients nous remontent leurs questions, leurs interrogations. Il faut le traiter. Et d'autre part, la cybersécurité du bâtiment, elle a comme caractéristique de ne pas avoir de remède total. On est dans une approche où une attaque peut survenir. Statistiquement, une attaque va survenir. Il faut s'assurer qu'on gère cette attaque. Donc, soit on empêche l'attaque d'arriver, soit si l'attaque arrive, on sait gérer. Tu sais donner quelques exemples d'attaques, pour nous concrétiser un peu ta vision? Donc, il y a l'attaque qu'on imagine très facilement dans les thrillers avec un espion d'Europe de l'Est qui rentre sur les réseaux. Très facile. Il y a des attaques plus subtiles. Il y a les attaques par des drones qui passent à proximité et qui vont perturber les objets connectés sans fil de l'immeuble. Ok. Puis il y a l'attaque de l'intérieur. L'attaque de l'intérieur, c'est le visiteur qui traîne dans les couloirs et qui traîne un peu trop dans les couloirs. Il y a aussi une attaque qu'il faut prendre en compte, c'est l'attaque du collaborateur qui veut commettre un acte malfaisant. Le sabotage de l'intérieur. Il faut en tenir compte. C'est pas une attaque qu'on souhaite, c'est une attaque dont on anticipe l'éventualité. Et là-dessus, s'assurer que tous les acteurs concernés, toutes les parties prenantes, côté locataire, côté property manager, côté investisseur, ont envisagé le cas et savent quoi faire si ça arrive. Et ça, c'est pas de la fiction, c'est des choses qui sont réelles. C'est des choses qui sont réelles. Évidemment, on communique très peu sur ces sujets. Bien sûr. Personne n'aime communiquer sur ces attaques. Mais on sait que ça arrive et on sait que ça va arriver de plus en plus. Donc, ne soyons pas surpris, soyons préparés. Finalement, Olivier, la transformation numérique du travail peut créer des failles de sécurité supplémentaires. Est-ce que la cybersécurité, quelque part, s'oppose à la transformation numérique? Certainement pas. C'est une composante à prendre en compte, mais on ne va pas non plus revenir au courrier papier, au timbre-poste pour s'envoyer des documents. Il faut transformer numériquement l'entreprise. C'est un enjeu de compétitivité. Donc, ça rend le challenge de la transformation numérique plus difficile à traiter. Il faut le faire. Et ça veut dire qu'il faut associer une partie prenante essentielle de la cybersécurité du bâtiment, qui est l'utilisateur lui-même.
Pour autant, Olivier, certaines personnes ont quand même peur de l'innovation digitale. Même si les nouveaux outils digitaux facilitent la vie du quotidien, ça peut faire peur. Comment tu fais pour embarquer tous ces collaborateurs qui, pour certains, peuvent avoir peur, justement? La peur, elle est légitime. Il faut respecter l'appréhension, le rapport qu'a chacun par rapport à la technologie. Il faut se dire aussi que la technologie, en fin de compte, c'est un outil. C'est ce qu'on en fait qui est intéressant. La technologie n'est pas bien ou mauvaise en soi. D'autre part, on entend beaucoup parler du sujet, du débat, moins de techno, plus d'humain. Et pour nous, c'est un point qui est mal posé. On ne manque pas d'humain dans le bureau. Le sujet, c'est que le bureau, c'est pour beaucoup de personnes un lieu de respiration dans lequel les personnes cherchent à donner le meilleur d'elles-mêmes sur un plan professionnel. Et ça, pour nous, c'est un point clé de notre proposition en matière de bureau de demain. C'est le bureau qui ne met pas l'humain au centre, mais qui met le professionnel ou la professionnelle au centre. C'est un discours qui, pour nous, est une vraie conviction, de se dire que les gens ont leur contexte familial, personnel, privé. On n'est pas là pour faire des immeubles dans lesquels les gens doivent transporter avec eux tout leur vécu personnel, toutes leurs histoires. Il faut au contraire laisser le personnel chez soi, respecter la vie privée de chaque collaborateur et de chaque collaboratrice, et de permettre ensuite à chacun de se développer au mieux et de s'exprimer au mieux sur le plan professionnel, donner le meilleur de soi pour être plus performant, plus productif, plus créatif. Et donc pour ça, ça veut dire aussi que lorsqu'on propose des immeubles équipés de solutions numériques, on va beaucoup observer les habitudes professionnelles, les usages professionnels sur le lieu de travail. Oui, puis finalement, là encore, BNP Paribas Real Estate applique à lui-même cette politique-là, cette vision, parce que dernièrement, vous avez déménagé. L'immeuble que tes équipes ont rejoint est aujourd'hui devenu un véritable laboratoire, je dirais même un démonstrateur du savoir-faire quelque part. C'est important de tester chez soi avant d'appliquer chez les autres, ça? C'est fondamental. On n'est pas sachant sur le smart building, les technologies du bâtiment, tant qu'on n'a pas fait. Et faire chez soi, ça permet d'une part d'être plus crédible, clairement. Mais d'autre part d'être mieux convaincu soi-même, et puis de pouvoir se planter. Et pour nous, c'est clé. Metal 57, pour nous, c'est pas un siège social, c'est un démonstrateur. C'est un démonstrateur pour nos clients de notre savoir-faire, du savoir-faire de nos métiers, mais c'est surtout un démonstrateur pour nous-mêmes dans lequel on teste les nouvelles technologies, les nouveaux usages, les nouveaux espaces en situation réelle, avec le droit de se planter et avec l'obligation de réagir, détecter le quand on s'est planté pour faire mieux. Donc c'est un immeuble dans lequel on est arrivé fin mars. Pas tout fonctionne bien au premier jour, c'est normal, c'est voulu, c'est étudié. Et donc on réfléchit à la façon dont on reprogramme certains espaces, on déplace des usages, de la programmation de différents espaces dédiés aux collaborateurs ou au grand public. On le fait de façon ouverte, affirmée, apprendre en faisant, et ainsi on construit notre expertise. Donc, précisons quand même que Metal 57, c'est le nom du bâtiment de BNP Paribas. Comment on fait quand même pour évaluer? Parce que rentrer dans un bâtiment qui est évidemment exploitable, mais qui va moduler en fonction de son exploitation, comment on fait pour observer tout ça? L'immeuble, il fait près de 35 000 m². Là-dessus, BNP Paribas Real Estate en occupe la moitié. Il n'est pas question de faire des entretiens, des sondages, des mails tous les jours pour savoir comment les gens ont utilisé les lieux. On a la chance d'avoir un immeuble très bien équipé en technologie. En particulier, la gestion technique du bâtiment a été assurée par Schneider Electric, à la fois pour le serveur, la gestion des automates, des contrôleurs, mais également pour tous les capteurs. Donc on a la toute dernière génération de capteurs dans les espaces de bureau qui nous permettent d'avoir des informations, des données claires sur le confort et l'usage des espaces. C'est ce qui permet en fin de compte de mieux comprendre la façon dont l'immeuble est occupé, d'étayer nos intuitions et d'imaginer des services de demain qui soient davantage, comme on dit, data-driven, conduits par la donnée pour que les données soient plus objectives et donc que les solutions correspondent réellement aux attentes des gens. Bon, tout ça est très clair et l'exemple de tes propres locaux est finalement assez parlant. Pour finir, si tu avais 2-3 conseils à nous donner, à donner à une entreprise qui va aller plus loin dans la flexibilité de ses locaux, quels seraient-ils? J'aurais 2 conseils à donner. Le premier, c'est de ne pas chercher à imaginer les usages des locaux dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Il ne faut pas chercher à le savoir, il faut admettre le fait que les usages arriveront, se feront naturellement
et il est plus intéressant d'analyser la surprise à laquelle on assistera. Et l'autre conseil que j'ai à donner, c'est un corollaire, c'est de ne pas chercher à hyper personnaliser tous ces espaces, définir précisément ici la restauration, là la salle de réunion, là le bureau. Moins de personnalisation des usages des lieux, davantage de flexibilité pour laisser les choses évoluer, accepter le fait que la façon dont l'immeuble est aujourd'hui et il sera dans 5 ans, ça ne sera pas la même. Très bien. Merci Olivier, merci d'avoir participé au podcast Bâtiment du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci beaucoup Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Lionel Merck, directeur clientèle France pour les segments hôtel et real estate. Bonjour Lionel. Bonjour Laurent. Lionel, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Selon moi, on ne peut pas le faire seul. Nous devons électrifier nos usages, nous digitaliser pour percevoir un bâtiment durable, efficace, résilient et humain. Schneider Electric accompagne les marchés de l'immobilier et de l'hôtellerie sur les enjeux de transformation. Tout est là. Les solutions sont là, elles existent, alors n'attendez plus pour sauter le pas. Comment entrer en contact avec nous ? Très simple, rendez-vous sur le site internet www.se.com ou sur mon profil LinkedIn. C'est très clair, merci Lionel. Merci Laurent.